passe d'une agriculture élémentaire à une agriculture plus sophistiquée, passe de l'agriculture à des secteurs à plus forte valeur ajoutée, là où les emplois seront plus nombreux, plus rémunérés. Deuxièmement, en misant sur une croissance plus solidaire, qui profite au plus grand nombre, qui répartisse plus largement les fruits de la prospérité. Troisièmement, en investissant dans l'infrastructure, dans la santé et dans l'éducation, en équipant les hommes et les femmes pour un avenir meilleur et en participant ainsi à l'amélioration de la productivité. Quatrièmement, en œuvrant à l'intégration régionale et à l'ouverture sur vos voisins, parce que le développement du commerce n'est pas un jeu à somme nulle. Cinquièmement, en édifiant des institutions plus solides, en améliorant la gouvernance et la transparence et en créant un meilleur environnement pour les entreprises, aussi bien les entreprises locales que les entreprises étrangères qui envisagent de se diversifier et d'investir hors de leur pays. Est-ce que cela sera facile? Non. Est-ce que cela sera rapide? Non. Mais c'est le chemin indispensable grâce à des politiques énergiques, résolues, dans l'ensemble du continent africain pour soutenir ce vecteur du changement auquel les populations aspirent. Que fera le Fonds monétaire international? Mais le Fonds monétaire international continuera à soutenir les pays africains. Le bon Fonds monétaire international, Monsieur le Président. Et il s'efforcera de les aider, chaque fois que c'est possible, à surmonter les obstacles qui surgiront sur la route. Est-ce efficace? C'est ce que nous demandent les administrateurs du Fonds monétaire international, les 188 pays membres de l'institution dont nous ne sommes que les représentants et les serviteurs. Nous nous sommes posé la question. Et une étude récente nous a permis de constater que ceux des pays à bas revenus en particulier, qui ont bénéficié de programmes de soutien du Fonds monétaire international, ont réalisé des performances meilleures en termes de croissance, en termes d'investissement dans la santé et dans l'éducation et en termes de réduction de la pauvreté, des performances meilleures que ceux des pays à bas revenus qui n'avaient pas bénéficié de programmes du Fonds monétaire international. Je ne prétends pas que ce soit chaque fois le cas. Il est des moments où nous nous trompons, comme tout le monde, mais de manière générale et au terme de cette analyse, je suis conforté dans l'idée que nos programmes sont utiles et permettent d'avancer plus vite et mieux. Deux autres points que je voulais soumettre à votre appréciation et qui indiquent la détermination du Fonds monétaire international à servir les pays à bas revenus. Simplement pour vous démontrer que le Fonds monétaire international, parfois brocardé comme le club des pays riches, n'est pas le club des pays riches. Il est le club des 188 États membres. Il existe au sein du Fonds monétaire international ce qu'on appelle les ressources générales. Et puis, il y a un autre fonds qui s'appelle le PRGT, qui est le Fonds de réduction de la pauvreté et de la croissance, qui a été créé il y a quelques années. Ce fonds était menacé. Le financement que nous sommes en mesure de fournir à des taux de concessionnalité particulièrement avantageux, en ce moment de zéro, la soutenabilité de ce fonds était menacée. Avec la même énergie que celle que j'ai déployée pour parvenir à mobiliser des ressources supplémentaires importantes dans la période de crise financière que nous avons vécue au cours de l'année 2011 et 2012, avec cette même énergie, nous avons plaidé auprès de l'ensemble des pays membres pour qu'ils investissent dans le Fonds de réduction de la pauvreté et de la croissance tous les profits exceptionnels qu'ils ont réalisés à l'occasion des ventes d'or qui avaient été décidées il y a maintenant quelques années. Donc au lieu d'engranger les profits exceptionnels, une grande majorité de pays a décidé de réinvestir dans ce que nous appelons le PRGT, faisant ainsi en sorte que ce fonds soit pérenne, soit soutenable et permette dans la durée de continuer à offrir des prêts à forte concessionnalité à ceux des pays qui en ont besoin. Deuxième indication de notre engagement au service des pays à bas revenus qui ont besoin de prêts à taux concessionnels, nous avons obtenu du conseil d'administration que le dispositif de prêt à taux zéro, on ne peut pas faire mieux en termes de concessionnalité, soit prolongé
jusqu'en 2014, ce qui a été accepté à la fin du mois de décembre. Donc sur ces deux terrains-là, le Fonds monétaire international se place délibérément aux côtés des pays qui ont besoin non seulement des financements à taux concessionnels, mais en outre de ce rôle de catalyseur que joue le Fonds monétaire international lorsque, concluant un programme avec un pays à bas revenus, il donne ainsi le signal à la communauté internationale que le chemin du redressement économique est engagé et que le gouvernement en place et les autorités législatives en place sont sérieuses à propos de ce redressement. Permettez-moi de passer maintenant à mon deuxième point, à ma deuxième question. Pourquoi la Côte d'Ivoire serait-elle bien placée pour être à l'avant-garde d'une plus grande prospérité pour l'Afrique? Et là, j'ai emprunté un de vos proverbes qui nous dit que la force du baobab est dans ses racines. De la même manière, la force de l'économie ivoirienne est dans ses bases profondes. Votre pays a une longue histoire d'ingéniosité, d'initiative, d'innovation. Et vous avez surmonté d'énormes obstacles avec éclat. Même si vous vous projetez vers l'avenir, même si nous nous projetons tous ensemble vers l'avenir, il faut aussi se tourner vers le passé et puiser ses forces dans ses racines. Ce regard en arrière sur votre pays, c'est évidemment le grand miracle économique ivoirien qui a transformé le pays après son accession à l'indépendance. Entre 1960 et 1980, la population ivoirienne a doublé et le produit intérieur brut a quant à lui quadruplé. Cet essor tenait pour beaucoup aux exportations de cacao, la Côte d'Ivoire montrant ainsi qu'elle savait judicieusement mettre en valeur ses ressources naturelles. Mais ce miracle n'a pas duré. Depuis lors et depuis maintenant près de 30 ans, la population ivoirienne a souffert. Permettez-moi de vous donner ces chiffres de manière honnête, comme un ami dit la vérité à son ami. La population ivoirienne a souffert d'une baisse du revenu réel par habitant et les conditions de vie se sont détériorées. Aujourd'hui, le revenu par habitant est de moitié ce qu'il était il y a 3 décennies et près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les tensions économiques, ajoutées aux tensions politiques, ont été sur le point de déchirer le tissu social. Et cette nation harmonieuse construite par le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a risqué de se désintégrer. On a coutume aussi de dire que l'heure la plus sombre vient toujours avant l'aube. Vous venez de vivre une période longue et difficile, qui s'est parachevée par une douloureuse crise post-électorale. Ce sont les heures sombres. Mais une aube nouvelle s'annonce, porteuse d'espérance pour votre pays. Vous le savez, le renouveau naît de la réconciliation, du rassemblement, après une période de division traumatisante. C'était Félix Houphouët-Boigny qui le disait, il avait les mots justes, je le cite. Il faudra entretenir la paix et la réconciliation nationale dans la durée pour que le renouveau économique puisse porter ses fruits. Il avait tout rassemblé. Le renouveau, la réconciliation, la durée, les fruits de ce travail. Aujourd'hui, sous la direction du président Ouattara, le peuple ivoirien entreprend ce chemin vers une prospérité retrouvée et un optimisme renouvelé, le chemin d'un dynamisme renaissant. Les faits sont là, les chiffres aussi. Après avoir souffert une contraction de 5% en 2011, l'économie a plus que rattrapé le terrain perdu en 2012, affichant un taux de croissance sur lequel, avec le Premier ministre, j'ai un léger débat. Un chiffre impressionnant, nous transigerons, Monsieur le Premier ministre, de plus de 8,5%. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un coup de dé, ce n'est pas la faute à la chance. C'est le résultat de bonnes politiques mises en œuvre depuis près d'1 an et demi. Et durant le FMI, pendant cette période-là, a été heureux d'aider la Côte d'Ivoire, y compris par un prêt à taux zéro de 100 milliards de francs CFA par an, 100 milliards de francs CFA par an, Monsieur le Président, pour soutenir le programme de réforme du gouvernement. Et nous serons aux côtés de la Côte d'Ivoire.
en partenaire, en ami, en soutien. Laissez-moi rappeler quelques exemples de ce que votre gouvernement a réussi à faire. Il a dopé l'investissement public, passant de 3% du produit intérieur brut durant la longue crise politique à plus de 7% du PIB dans la loi de finances 2013, et il s'emploie activement à mobiliser l'investissement extérieur. J'ajoute à cet égard que, à l'invitation du Premier ministre, je ferai tout mon possible, Monsieur le Premier ministre, pour participer à votre réunion des investisseurs à la fin de l'année 2013. Le gouvernement s'est attaqué à la pauvreté en milieu rural en opérant une réforme de la filière cacao qui rapporte 81 milliards de francs de plus aux paysans, tout en maintenant le rôle de premier plan de la Côte d'Ivoire comme exportateur de cacao. Il a initié des réformes dans le secteur de l'énergie. Je sais, c'est un secteur difficile. Fournissant l'énergie nécessaire à la croissance intérieure et à l'exportation, tout en entamant le difficile processus visant à ramener à moyen terme la discipline financière dans le secteur électrique. Il a aussi réformé le secteur de l'énergie en prenant des mesures courageuses pour maintenir la viabilité financière du mécanisme de subvention des prix du gaz butane au bon endroit, dans les bonnes proportions, tout en préservant autant qu'il est possible de le faire les ménages à faible revenu de l'impact des hausses de prix. Permettez-moi d'ouvrir une simple parenthèse ici, car j'imagine que dans vos circonscriptions, ça n'est pas facile d'expliquer cette réforme-là. Mais il faut savoir que dans chaque pays où des subventions sont accordées, en particulier dans le domaine de l'énergie, lorsqu'on examine qui sont les bénéficiaires des subventions, on s'aperçoit bien souvent que ces subventions sont offertes aux ménages qui n'en ont pas forcément besoin, aux entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, et que ceux d'entre eux, les ménages ou les entreprises qui en ont fondamentalement besoin, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles n'ont pas les moyens, ceux-là, en général, échappent au bénéfice des subventions. Et c'est donc l'honneur de ce gouvernement que de recibler, là où c'est le plus nécessaire, le soutien financier, par des formes et voies appropriées. Alors, ce n'est pas mon rôle de le faire, je vous le dis simplement parce que nous examinons très attentivement ces régimes de subvention dans le monde entier, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais soyez attentifs lorsque vous entendrez des récriminations, et vous les entendrez, au fait que ceux qui protestent le plus, bien souvent, sont ceux qui en ont le moins besoin, tout simplement parce qu'on s'habitue à une subvention. C'est agréable finalement d'avoir un compte d'exploitation un peu allégé. Mais il faut évidemment que l'argent public, qui est rare, soit affecté là où il est le plus efficace et le plus utile. Je sais, vous ne m'applaudissez pas à ce moment-là parce que vous savez combien c'est difficile. Ce gouvernement, il a aussi commencé à améliorer le climat des affaires en installant des tribunaux de commerce avec des magistrats compétents, en créant un guichet unique pour l'investissement. Il a bouclé l'annulation ou la restructuration de sa dette extérieure en remplissant les conditions d'admissibilité au point d'achèvement à l'initiative PPTE renforcée. Autrement dit, malgré les redoutables écueils qu'il a dû franchir, en 1 an et demi, le gouvernement du Premier ministre, président Ouattara, son inspirateur, ont réussi à remettre la Côte d'Ivoire sur la bonne voie. Mais ce n'est qu'une étape d'un chemin qui évidemment sera plus long. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape qui permettra à la Côte d'Ivoire, tout simplement, de répondre aux défis qui lui sont lancés pour accomplir pleinement son destin. Et j'en viens à mon troisième point. Le gouvernement a déjà défini un plan ambitieux pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à part entière en 2020. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux, à nouveau, ça n'est pas un coup de dé ou la faute à la chance ou une inspiration soudaine, mais une démarche fondée sur des politiques concrètes énoncées dans le plan national de développement et sur les concours généreux promis par les donateurs réunis